Imagine, vous disposez de données indiquant que sous la surface de la lune d'Aurelion la plus proche de nous se trouve un océan liquide et salé. Plus d'eau que dans tous les océans de Terran réunis. Des conditions dans lesquelles, selon tous les critères que nous connaissons, la vie pourrait exister. Vous avez ces données. Et vous décidez, la prochaine mission vers cet objet aura lieu 27 ans plus tard. Ce n'est pas un scénario de complot extraterrestre, c'est l'histoire de l'une des décisions les plus coûteuses et les plus longues de l'histoire de la science planétaire. 27 ans. Des premiers signes de l'océan jusqu'au lancement de Clarea Traverse. 14 ans entre le lancement et l'arrivée. Total, 41 ans. Voici qui a pris cette décision et pourquoi. Commençons par une étrangeté. Clarea est la 4e plus grande lune d'Aurelion. Son diamètre est d'environ 3100 km, à peu près comme Sélène. Sa surface est recouverte de glace. Sur les images, un réseau de fractures entrecroisées, des bandes de matière sombre. Dès la fin des années 70, les scientifiques supposaient déjà qu'il pouvait y avoir de l'eau liquide sous la glace. C'est une hypothèse. Agréable, intrigante, mais une hypothèse, rien de plus. La sonde Astérion a décollé en octobre 1989. Sa destination, le système d'Aurelion. À son bord, 11 instruments scientifiques. L'un d'eux, un magnétomètre. Un appareil qui mesure le champ magnétique. En décembre 1995, Astérion s'est mise en orbite autour d'Aurelion. En 1996, ont commencé les survols rapprochés des satellites. Et c'est là que débute ce qui deviendra, par la suite, la découverte centrale de toute la mission. Bérénice Valmont, professeure à l'université de Val-Rivage, responsable de l'équipe du magnétomètre. En 1996, son équipe découvre ceci. Quand Astérion passe près de Clarea, le champ magnétique d'Aurelion se comporte étrangement. Il se déforme. Comme si quelque chose, sous la surface de la Lune, conduisait l'électricité. Vérifions ce que cela signifie. Aurelion possède le champ magnétique le plus puissant du système d'Aube. Ce champ tourne en permanence avec la planète. Lorsqu'il traverse une substance conductrice, il y induit un courant électrique. Ce courant crée à son tour son propre champ magnétique. Ce champ s'ajoute au champ principal. Et le magnétomètre enregistre une anomalie. Pour que cela fonctionne, il faut un bon conducteur électrique. La glace est un mauvais conducteur. Les roches silicatées aussi. Mais l'eau salée, elle, est un excellent conducteur. La conclusion de Valmont, sous la croûte glacée de Clarea se trouve une couche d'eau liquide salée. Globale, parce que l'anomalie a été détectée à chaque survol, de tous les côtés de la Lune. L'article paraît dans la revue Revue Horizon en mars 1998. Titre : Preuve d'eau liquide à l'intérieur de Clarea d'après les mesures du champ magnétique. Les auteurs, Valmont et 7 co-auteurs. Ce n'était pas un communiqué de presse truffé de points d'exclamation. C'était un article scientifique évalué par les pairs, fondé sur des données précises. Voici le contexte nécessaire pour comprendre l'ampleur de la chose. L'eau liquide est l'une des 3 conditions fondamentales de la vie selon nos critères standards. Les 2 autres sont une source d'énergie et des composés organiques. Les données d'Astérion pointaient vers la première. La source d'énergie pourrait être fournie par les déformations de marée. Aurelion malaxe gravitationnellement Clarea, produisant de la chaleur dans ses profondeurs. C'est un mécanisme géophysique bien connu. À titre de comparaison, la recherche de vie sur Brévannes, à la même époque, se concentrait sur les traces d'anciennes eaux liquides. Autrement dit, sur les traces de quelque chose qui avait peut-être existé autrefois. Sur Clarea, les données indiquaient que l'eau liquide existe en ce moment même. C'est une différence fondamentale. En 2003, lorsque la mission Astérion s'achève, la communauté scientifique dispose de ceci. 19 survols de Clarea. Les données du magnétomètre issues de chacun d'eux, pointant de manière constante vers une couche conductrice salée. Des images géologiques de la surface glacée, avec des fractures caractéristiques du mouvement de la glace au-dessus d'une couche liquide. Des indices de cryovolcanisme, des émissions de vapeur d'eau dans certaines régions.
Aucune de ces découvertes n'a jamais été officiellement qualifiée de preuve de vie. Mais l'ensemble des données dessinait un tableau clair. Clarea est le meilleur candidat du système d'Aube pour la recherche de vie extraterrestre. Ce n'est pas une exagération journalistique, c'est une formulation que les scientifiques eux-mêmes emploient dans les publications académiques depuis la fin des années 90. Voyons à quel point les données du magnétomètre sont fiables. Et pourquoi cela compte précisément maintenant. L'anomalie magnétique de Clarea n'était pas un cas unique. Astérion a trouvé des signaux comparables sur deux autres lunes aurélioniennes, Montélie et Roche-Lune. Roche-Lune possède son propre champ magnétique, ce qui complique l'interprétation. Sur Montélie, le signal était plus faible. Clarea a fourni le signal le plus net, le plus reproductible et le plus fort des trois. C'est important. Ce n'était pas une observation isolée qu'on aurait pu attribuer à une perturbation accidentelle. Valmont et son équipe ont publié les données par étapes. D'abord, 1996 et 1997, les signes d'un champ induit. Puis, en 2002, après des survols supplémentaires, un article dans la revue Astre avec une analyse détaillée. À ce stade, la conclusion était sans ambiguïté. Un champ dipolaire induit, compatible avec une couche globale d'électrolytes à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. L'explication la plus simple, un océan salé. Les alternatives, par exemple une couche silicatée partiellement fondue, produisaient un signal plus faible. En parallèle des données magnétiques, le groupe de géologie travaillait lui aussi. Les caméras d'Astérion ont photographié la surface de Clarea lors de plusieurs survols, avec une résolution de 5 à 20 mètres par pixel. À l'époque, c'était comparable aux meilleures images de Brévan. On y voit des linéas, des structures linéaires formées par le mouvement de la glace. Elles se recouvrent selon un ordre précis, à partir duquel on peut reconstituer l'histoire des déformations. Un relief chaotique, ce qu'on appelle le chaos terrain, des régions où la surface ressemble à des plaques de glace jetées pêle-mêle. Cela rappelle la banquise de Septentrie lorsqu'elle se brise puis regèle. Le seul mécanisme qui explique de façon convaincante une telle géologie est la convection d'eau chaude sous la croûte glacée, créant une pression inégale sur la glace par en dessous. Les deux lignes de preuve, magnétique et géologique, pointaient dans la même direction. Et c'est ici que commence ce qui demande d'être examiné de près. En octobre 2003, Lance a dirigé Astérion vers une collision avec Aurélion. La sonde a brûlé dans l'atmosphère de la planète. C'était une décision délibérée. Justification. Astérion emportait à bord une source d'énergie radio-isotopique, du plutonium-238. Avec la dégradation de son orbite, la sonde aurait pu s'écraser sur l'un des satellites. Si elle était tombée sur Clarea, cela aurait contaminé la surface avec des microbes de Terran, qui auraient potentiellement pu survivre à bord pendant 14 années de mission. Cela s'appelle la protection planétaire. La logique est simple. Empêcher la contamination biologique d'un objet que l'on veut étudier pour y chercher la vie. Décision justifiée. Mais sa conséquence fut la suivante. Après la destruction d'Astérion, l'humanité n'a plus le moindre appareil en état de fonctionner dans le système d'Aurélion jusqu'en 2023, lorsque la sonde européenne de l'Ouest Glacior y est arrivée. 20 ans sans instrumentation auprès d'Aurélion, après qu'on y eut trouvé le meilleur candidat à la vie. Il y a encore une autre circonstance, généralement absente des documents destinés au public. En 2003, l'antenne grand gain d'Astérion, la principale, ne s'était toujours pas complètement déployée. Cela s'était produit dès le lancement, en 89. Une partie des entretoises était restée bloquée, et toute la mission avait été menée via l'antenne de secours à faible gain. Elle offrait un débit de transmission 1000 fois inférieur. Au lieu de 150 000 bits par seconde, 134 bits par seconde. Plusieurs centaines de fois plus lent qu'un vieux télétype. 19 survols de Clarea avec une antenne endommagée, et malgré cela, des données qui ont changé la compréhension du système d'Aube. C'est un fait important. Même dans de telles conditions, le magnétomètre a donné un résultat sans ambiguïté. Cela dit quelque chose de la fiabilité du signal. Voyons pourquoi le financement a tourné ainsi.
Lance n'a pas ignoré Clarea. Des plans existaient. Le problème tenait à la manière dont ils étaient mis en œuvre. Le programme Éclaireur, la catégorie budgétaire des missions bon marché, jusqu'à 350 millions de dollars. Le programme Nouveaux Horizons, les missions intermédiaires, jusqu'à 1 milliard. Grand vaisseau, les grandes missions, sans plafond de coûts strict. Les études conceptuelles de mission vers Clarea ont commencé dès la fin des années 90. Le projet Orbiteur de Clarea, un appareil en orbite autour de Clarea, fut envisagé dans le cadre du programme Givre et Flamme. Au début des années 2000, le projet évolua vers l'orbiteur des lunes gelées d'Aurelion, doté d'une propulsion nucléaire. Son coût était estimé entre 4 et 6 milliards de dollars. En 2005, le projet fut abandonné, trop cher. Ensuite, Explorateur de Clarea. Des études conceptuelles de 1999 à 2011. Aucun projet n'a franchi l'étape du financement. Pourquoi? Revue décennale. Voilà le mot-clé qu'il faut comprendre. La revue décennale, l'examen décennal des sciences planétaires. Elle est menée par l'Académie nationale des sciences à la demande de l'ANSE et du Fonds national pour la science tous les 10 ans. Un groupe de plusieurs centaines de scientifiques analyse l'état des sciences planétaires et fixe les priorités. Quoi étudier au cours de la décennie suivante? Quelle mission financer en premier? Ce n'est pas un organe consultatif au sens faible du terme. Ces recommandations sont, en pratique, quasi obligatoires pour Lance dans la répartition du budget. La revue décennale 2003 à 2013. Priorité principale à un laboratoire géologique lunaire et à une sonde martienne de retour d'échantillons. Clarea est dans la liste, mais pas en tête. La revue décennale 2011 à 2022. Clarea Traverse est désignée comme mission grand vaisseau. C'est le signal officiel, et c'est précisément après cela, en 2013, que la mission a été inscrite au budget. L'écart entre 1996 et 2013, 17 ans. L'écart entre l'inscription au budget et le lancement, encore 11 ans. Total, 28 ans entre les données et le lancement. C'est une décision, pas un mystère. Nommons ceux qui ont pris cette décision. La revue décennale 1988 à 1990 n'incluait pas Clarea parmi les priorités. Il n'existait pas encore de données sur l'océan. Celle de 1999 à 2008, Clarea apparaît, mais pas comme priorité numéro 1. Astérion travaille encore, les données s'accumulent. En 2011, pour la première fois, recommandation directe d'une mission grand vaisseau. En parallèle, l'Assemblée fédérale. Les missions vers Clarea ont été bloquées ou amputées à plusieurs reprises, non par des comités scientifiques, mais par des commissions budgétaires. En 2005, l'Assemblée fédérale a annulé le financement de l'orbiteur des lunes gelées d'Aurelion, non pour des raisons scientifiques, mais budgétaires. Le coût du projet était alors estimé entre 4 et 6 milliards de dollars, à une époque où le budget entier de la division des sciences planétaires atteignait à peine 1 milliard par an. En 2011, l'administration a proposé de réduire de 20% les sciences planétaires. En réponse, la communauté scientifique a organisé une campagne publique, chose sans précédent dans le milieu académique. Des centaines de scientifiques ont écrit à l'Assemblée fédérale. La Société planétaire a lancé une pétition. Le financement a été partiellement rétabli, mais pas entièrement. Exemple concret. En 2012, l'ANSE a été contrainte de se retirer de la mission conjointe avec l'Agence spatiale européenne de l'Ouest vers Aurelion et Clarea, en raison de restrictions budgétaires. L'Agence spatiale européenne de l'Ouest a poursuivi seule. Cela est devenu Glacior. L'ANSE est revenue avec un Clarea Traverse séparé. Deux agences volent vers le même système, selon des calendriers différents, en dupliquant une partie des tâches. Cela aussi est le résultat d'une politique budgétaire. En 2011, les membres de l'Assemblée fédérale qui ont amputé les sciences planétaires ont voté pour financer le système de lancement Titan, la fusée qu'on construit dans leurs États. Ce n'est pas un cas unique. La logique des priorités dans le programme spatial américain fonctionne ainsi.
Les découvertes scientifiques sont en concurrence avec la géographie politique du financement. Et dans cette concurrence, l'ANSE est un organisme budgétaire, non un institut scientifique autonome. Maintenant, la mécanique même de la mission. Clarea Traverse. Lancement, 14 octobre 2024, sur une fusée Faucon Colosse. Coût, 5 milliards de dollars. Arrivée dans le système d'Aurelion en 2030. 49 survols de Clarea sont prévus. Stop. Pourquoi pas une orbite autour de Clarea? Le champ radiatif d'Aurelion. Aurelion génère la ceinture de radiation la plus puissante du système d'Aube. Clarea se trouve en plein dans sa région centrale. La dose de radiation sur l'orbite de Clarea atteint 540 rads par jour. Pour un être humain, c'est une dose mortelle en quelques heures. Pour l'électronique, c'est catastrophique. Même protégée, une sonde n'y tiendrait que quelques semaines. Astérion a accumulé l'équivalent de 600 000 rads sur l'ensemble de sa mission et a commencé à se dégrader. Clarea Traverse, elle, ne passera près de Clarea que quelques heures à chaque survol avant de repartir à bonne distance de la ceinture de radiation. 49 survols, selon des géométries variées, couvriront la surface avec des données radars, des cartes gravitationnelles, des mesures spectrométriques. Au total, la moisson scientifique sera bien plus riche que celle qu'aurait pu fournir un orbiteur condamné à se dégrader en quelques semaines. C'est un choix d'ingénierie, pas une concession. Mais la conséquence est simple, il n'y aura pas d'appareil en orbite autour de Clarea. Et il n'y a pas non plus d'atterrisseur dans cette mission. L'atterrisseur de Clarea est un concept distinct. Son coût est estimé entre 4 et 6 milliards de dollars. La revue décennale de 2022 l'a inscrit comme priorité après Clarea Traverse, ce qui signifie que la prochaine revue décennale, à la fin des années 20, fixera les premières échéances réelles. Dans le scénario le plus optimiste, le lancement d'un atterrisseur aurait lieu au milieu des années 30. Son arrivée, au milieu des années 40. Au total, entre les données d'Astérion et la première étude directe de la surface de Clarea, il se sera écoulé environ 50 ans. Pour comprendre à quel point c'est long, comparons avec un autre cas. En 1953, Étienne Morel et Lucien Delorme publient la structure de l'acide désoxyribonucléique, la molécule de l'hérédité. C'était une découverte fondamentale, la base moléculaire de la transmission héréditaire. 10 ans plus tard, la première conception opérationnelle du séquençage génétique est élaborée. 40 ans plus tard, le programme du génome humain est lancé. 53 ans après la découverte, il s'achève, en 2003. 53 ans entre une découverte et un résultat pratique en médecine. Cela a été critiqué comme une lenteur excessive. Pourtant, il s'agissait de l'étude du génome humain, avec ses obstacles politiques, bioéthiques et technologiques. Pour Clarea, les obstacles sont moindres. L'eau liquide n'a pas besoin d'y être recréée en laboratoire. Il n'est pas nécessaire de l'extraire. Il suffit d'y aller, de forer quelques mètres de glace, de prélever un échantillon et de l'analyser. Techniquement, c'est plus difficile que d'envoyer un rover sur Brévannes. Mais pas d'une manière fondamentale. Nous avons déjà le précédent de forage dans la glace antarctique à plus de 3 km de profondeur, où des micro-organismes vivants ont été trouvés. Nous disposons de la technologie des sources d'énergie atomique suborbitales. La limite principale n'est pas la technologie. La limite principale, ce sont l'argent et la hiérarchie des priorités. Clarea Traverse emporte 9 instruments scientifiques. Parmi eux, le magnétomètre de nouvelle génération GlassMag, développé notamment par l'équipe des héritiers de Valmont. Sa mission, confirmer et cartographier en détail ce qu'Astérion a découvert en 1996. À bord également, un radar de sondage de la glace, capable de voir des structures jusqu'à 30 km de profondeur. Un spectromètre de masse pour analyser toute particule éjectée de la surface ou de l'atmosphère de la Lune. Des caméras offrant une résolution d'environ 50 mètres par pixel. C'est un ensemble d'outils qu'Astérion n'avait pas. Le magnétomètre d'Astérion n'avait pas été conçu spécialement pour chercher un océan. Il l'a fait presque en passant. Clarea Traverse, lui, a été construit pour cela. Caspar Montreuil.
scientifique principal de Clarea Traverse au laboratoire des propulsions de Montserrat, le dit sans détour. Clarea Traverse ne cherche pas directement la vie. Il vérifie si les conditions de la vie existent. La présence d'un océan, sa composition chimique, le flux thermique, l'activité géologique. C'est la première étape. La deuxième, c'est un atterrisseur qui prélèvera un échantillon à la surface ou dans un panache. La troisième, c'est un laboratoire qui analysera cet échantillon. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 0. Les données d'Astérion, c'était de la reconnaissance. Clarea Traverse, c'est la première véritable reconnaissance avec des instruments modernes. Voyons maintenant ce que Clarea Traverse apportera exactement et ce qu'il n'apportera pas. Le magnétomètre GlassMag, abréviation de caractérisation interne de Clarea par champ magnétique, sa précision est plusieurs fois supérieure à celle de l'instrument d'Astérion. Il pourra déterminer l'épaisseur de la croûte glacée. Les estimations actuelles vont de 3 à 30 km et caractériser plus précisément la conductivité de l'océan, dont on déduit sa salinité. Le radar sonde-lune, radar d'évaluation et de sondage de Clarea, de l'océan à la surface. 2 bandes de fréquences, 9 et 60 MHz. La fréquence la plus basse pénètre plus profondément. La plus élevée offre une meilleure résolution dans la couche superficielle. L'objectif ? Sonder directement l'armure de glace. S'il y a de l'eau en dessous, le radar devrait la détecter. Le spectromètre de masse Spectrion. Spectromètre de masse pour l'exploration planétaire. Clarea éjecte périodiquement de la vapeur d'eau et des particules de glace depuis des régions géologiquement actives. Lumière l'a observé en 2012 et en 2016. Si Clarea traverse un tel panache, Spectrion en analysera la composition. Molécules organiques, peroxyde d'hydrogène, acide aminé, s'il s'y trouve. L'imageur thermique Thermélite, système d'imagerie thermique de Clarea. Il dressera des cartes de l'émission thermique de la surface. Les zones chaudes indiquent des lieux de contact avec du liquide ou des régions géologiquement actives. C'est précisément là que les remontées de matière de l'océan vers la surface sont les plus probables. Les caméras Clarea Vue. Système d'imagerie de Clarea. Une résolution pouvant atteindre 50 cm par pixel lors des survols rapprochés. C'est 40 fois mieux que les meilleures images d'Astérion. Une carte géologique de la surface à cette résolution permettra de comprendre où, exactement, se produit l'échange actif entre la glace et l'océan potentiel. Clarea Traverse suivra une orbite autour d'Aurelion, qui l'abaissera progressivement jusqu'au point de survol rapproché. Chaque passage près de Clarea se fera selon une géométrie différente, sous un éclairage différent, avec une distance minimale différente. Lors des survols les plus proches, cette distance descendra à environ 25 km de la surface. Cela apportera de nouvelles données sur la nature de la croûte glacée et permettra de vérifier s'il y a du liquide en dessous, avec des instruments que nous n'avions pas encore il y a 20 ans. Mais ce que Clarea Traverse ne donnera pas, c'est la réponse à la question essentielle. Y a-t-il de la vie là-bas ? Ce n'est pas sa mission. Cette mission-là appartient à l'atterrisseur. Et maintenant, les chiffres de l'atterrisseur. L'atterrisseur de Clarea de l'ANSE est un projet conceptuel développé par le laboratoire des propulsions de Montserrat à partir de 2006. Le rapport de définition scientifique de la mission a été publié en 2019. Capacité envisagée. Atterrissage à la surface. Forage jusqu'à 15 cm dans la glace. Analyse sur place de l'échantillon à la recherche de signes de vie. Durée de fonctionnement estimée à la surface. 20 jours avant défaillance sous l'effet des radiations. Coût conceptuel à l'époque, 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation et de l'évolution des composants, les estimations tournent autour de 5 à 6 milliards. Dans la revue décennale de 2022, Vision et voyage pour la science planétaire 2023 à 2032, l'atterrisseur vers Clarea est désigné comme la deuxième mission grand vaisseau en ordre de priorité. La première est une mission orbitale vers Uranie. Cela signifie que, si le financement suit les recommandations,
Le développement de l'atterrisseur commencera après l'achèvement de la phase principale de Clarea Traverse, donc après le milieu des années 30. Lancement. Pas avant la fin des années 30. Arrivée. Au début des années 40 ou au milieu. Avec un temps de trajet de 5 ans entre Terran et le système d'Aurelion, parce qu'il n'existe pas de trajectoire directe, qu'il faut des manœuvres gravitationnelles. Le premier échantillon de la surface de Clarea pourrait être analysé vers 2045 à 50. Un demi-siècle entre la découverte des signes d'un océan et la première réponse directe à la question « Y a-t-il de la vie là-bas ?» Vérifions pourquoi le rythme est précisément celui-là. Comparaison. Phébus. Armand Villiers annonce le programme d'alunissage en mai 61. Thierry Vaillant pose le pied sur Sélène en juillet 69. 8 ans. Coût, en valeur actuelle, environ 150 milliards de dollars. Mars Science Laboratory, le rover Curiosel. Approuvé en 2003 après plusieurs années de développement conceptuel. Lancement, 2011. 8 ans. Coût, 2 milliards et demi. Clarea Traverse. Les données d'Astérion. 96. Première recommandation formelle pour une mission grand vaisseau. 2011. Inscription au budget. 2013. Lancement. 2024. Arrivée. 2030. 34 ans entre la découverte et l'arrivée de la sonde. La différence n'est pas dans la technologie. La différence est dans la structure des priorités. Le programme lunaire bénéficiait d'une priorité politique d'État de tout premier rang, directive présidentielle directe dans le contexte de la guerre froide. Brévannes, elle, disposait d'un soutien rhétorique constant de l'ANSE comme « prochaine étape pour l'humanité », ce qui lui assurait un appui politique. Clarea est le meilleur candidat scientifique à la vie dans le système d'Aube, mais sans le récit de « l'homme sur Clarea » et sans géographie politique. La production de Clarea Traverse n'était pas concentrée dans les états des membres clés des commissions budgétaires, comme ce fut le cas pour le système de lancement Titan. Ce n'est pas une accusation, c'est une description de la mécanique. Maintenant, la conclusion concrète. Ce que Lance savait dès 1996, les données du magnétomètre d'Astérion indiquant une couche conductrice salée sous la croûte glacée de Clarea. Ces données ont été confirmées en 1998, puis en 2000, par des survols répétés. L'interprétation, un océan salé global, faisait consensus scientifique dès la fin des années 90. Ce qu'il est ensuite advenu de ces données, elles entraient dans chaque revue décennale, recevaient d'excellentes évaluations scientifiques, mais se retrouvaient en concurrence avec d'autres priorités. Les missions vers Brévannes, parce que Brévannes est plus proche et qu'elle porte le récit des expéditions habitées, les études des planètes externes, Uranie et Neptune, ont obtenu leur propre position élevée dans la revue décennale de 2022. Grand Voile, le vaisseau amiral des vaisseaux amiraux, qui a absorbé les ressources d'une décennie entière. Les noms précis de ceux qui ont retardé Clarea n'existent pas, parce que le système est fait de telle sorte que le retard n'est produit par personne seule, mais par un mécanisme collectif de hiérarchisation. La revue décennale, c'est le vote de plusieurs centaines de scientifiques. L'Assemblée fédérale, le vote de 535 représentants aux intérêts divergents. Lance, un organisme budgétaire qui répartit un financement limité entre des priorités concurrentes. Ce n'est pas une conspiration du silence, c'est une lenteur structurelle. Mais le résultat est le même, 27 ans entre les données et le lancement. Encore 6 jusqu'à l'arrivée. Si l'atterrisseur est approuvé au début des années 30, il faudra encore 15 à 20 ans avant le premier échantillon de la surface de Clarea. Répondons à la question ouverte. Astérion a trouvé des signes d'océan. C'était en 1996. La personne qui commençait alors à peine sa carrière scientifique sur ce sujet approche aujourd'hui de la retraite. Elle verra Clarea Traverse arriver auprès d'Aurelion, mais l'atterrisseur, dans le meilleur des scénarios, y parviendra sans elle. La recherche de la vie dans le système d'Aube avance au rythme des générations, non parce que la physique interdit d'aller plus vite, ni parce que les données manquent.
mais parce que, dans un système concurrentiel de priorités financé par des décisions budgétaires à horizon de 4 ans, les projets de 50 ans perdent toujours face à ce qui est plus urgent. Clarea Traverse arrivera en 2030. 49 survols, de nouvelles données sur la chimie et la géophysique. C'est une bonne science, c'est une mission nécessaire. Mais la question qu'elle aurait dû commencer à poser en 2005, elle ne commencera à la poser qu'en 2030. C'est une décision, pas un mystère. La décision que, pendant encore 25 ans, ne pas savoir nous convient. Mais il faut ici ajouter une couche que les débats publics omettent presque toujours. Cette décision n'est pas propre à Lance. C'est une limite systémique de toute la science planétaire. L'Agence spatiale européenne de l'Ouest a lancé la mission Glacior, orbiteur des lunes gelées d'Aurelion, en avril 2023. Arrivé dans le système d'Aurelion, 2031. L'objectif principal de Glacior est Roche-Lune, non Clarea. Clarea n'aura droit qu'à 2 survols rapprochés. La raison est la même, les radiations. L'Agence japonaise d'études aérospatiales a envisagé un concept de mission vers Clarea. L'Agence spatiale indienne a discuté de projets conjoints. Aucun n'a franchi l'étape du financement. C'est un motif récurrent. Le meilleur candidat à la vie dans le système d'Aube ne se trouve pas chez le pays qui décide du financement. Plus précisément, la décision de financer n'est pas dictée par la seule valeur scientifique d'un objet. Elle l'est aussi par la maturité technologique, les cycles budgétaires, le soutien politique et l'ordre de priorité des autres tâches. Clarea vaut-elle ses 50 années? Ce n'est pas une question rhétorique. Elle a une réponse concrète, selon ce que nous considérons comme prioritaire. Si la recherche de la vie au-delà de Terran est une priorité scientifique de premier ordre, alors le rythme actuel ne correspond pas à cette priorité proclamée. 27 ans sans appareil dans le système de l'objet présentant les meilleurs indices d'habitabilité du système d'Aube, c'est une décision qu'on peut défendre comme une hiérarchisation raisonnable des priorités ou critiquer comme une sous-estimation systémique de la tâche scientifique la plus importante. Les deux positions existent dans la communauté scientifique. À titre de comparaison, Nivéole, une lune de Saturin. En 2005, la sonde Casser a traversé un geyser au pôle sud. En 2015, elle a détecté de l'hydrogène moléculaire, signe de processus hydrothermaux. En 2023, des phosphates dans le panache, le dernier des 6 éléments chimiques fondamentaux de la vie. Les 6, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, ont été trouvés. La prochaine mission vers Nivéole, orbiteur-atterrisseur Nivéole, figure dans la revue décennale comme deuxième priorité après Clarea Traverse. Lancement, dans le scénario le plus optimiste, 2038. Arrivée, dans les années 2050. Autrement dit, sur les 2 meilleurs candidats à la vie dans le système d'Aube, Clarea et Nivéole, nous n'avons même pas de lander dans les plans des 20 prochaines années. Nous avons des missions de reconnaissance. Clarea Traverse pour Clarea. Glacior en partie pour Clarea. Les données de Casser sur Nivéole que l'on continue d'analyser 8 ans après la fin de la mission. Tout cela, c'est de la bonne science. Mais entre la reconnaissance montre qu'il y a des conditions et la reconnaissance montre qu'il n'y a pas de vie, il y a un gouffre de 50 ans au rythme actuel. Si la recherche de la vie n'est qu'une priorité parmi d'autres, à égalité, en concurrence pour un financement limité, alors le rythme actuel est une conséquence inévitable du système. La revue décennale fait tout correctement. Lance fait tout correctement. L'Assemblée fédérale finance dans la mesure de ses moyens. C'est simplement que « correctement » dans ce système signifie « dans 50 ans ». La différence n'est pas dans les données. Elle est dans la manière dont nous pesons trouver la vie face à comprendre Uranie, rapporter des échantillons de Brévan et construire une station orbitale près de Sélène. Cette décision n'a pas été prise une seule fois, ni par une seule personne. Elle a été prise dans chaque revue décennale, de 1999 à 2022. À chaque cycle budgétaire annuel de l'Assemblée fédérale.
dans chaque décision de lance sur la répartition des financements de la division des sciences planétaires. Tes noms, tes dates, tes documents. La revue décennale de 1998. Nouveaux horizons dans le système d'Aube. Clarea y est mentionné, mais ce n'est pas la priorité numéro 1. La revue décennale de 2003. Nouveaux horizons dans le système d'Aube, 2003 à 2013. Brévan et Sélène sont dans les priorités. La revue décennale de 2011. Vision et voyage. Pour la première fois, Clarea Traverse est désigné comme mission grand vaisseau de première priorité. Avant cela, 13 ans de mention sans action. Qu'est-ce qui aurait pu être différent? Si la revue décennale de 1999 avait placé Clarea en première priorité, et si l'Assemblée fédérale avait alloué les financements, une mission de type Clarea Traverse aurait pu être lancée entre 2010 et 2012. Arrivée entre 2017 et 2019. Analyse des données dans les années 20. Décision sur un atterrisseur. Début des années 20. Lancement de l'atterrisseur dans les années 30. Arrivée entre 35 et 40. Cela resterait lent, mais ce serait 10 à 15 ans plus rapide que le scénario actuel. Ces 13 années auraient suffi pour répondre à la question des conditions d'habitabilité avant que n'importe lequel des étudiants actuels en astrobiologie ne parte à la retraite. Cela n'a pas été fait. Pourquoi? Nous l'avons déjà examiné. C'était une décision. Y a-t-il un sens à une telle pause? Si l'on regarde cela comme une répartition de ressources limitées entre des tâches scientifiques concurrentes, oui, cela a un sens. La logique est visible. Si l'on regarde cela comme la question « Que voulons-nous en tant qu'espèce ?» La réponse est autre. Personne n'interdisait, en 1999, de faire de Clarea une priorité de premier rang. C'était politiquement possible. L'histoire de Phébus l'a montré, où 8 ans ont suffi entre la décision et l'alunissage. Techniquement, c'était plus difficile. Radiation, distance, mais pas impossible. Le choix d'un autre ordre de priorité a été fait consciemment, sur la base d'un système où de nombreuses tâches se disputent un seul budget. C'est une décision. Elle a des auteurs. Non pas des méchants, des gens agissant rationnellement dans le cadre de leurs contraintes institutionnelles. Mais comprendre ces contraintes est essentiel, parce que ce sont elles qui déterminent quand nous connaîtrons la réponse à l'une des questions les plus importantes de l'histoire humaine. Pour l'instant, seulement de la reconnaissance. La prochaine fois, la zone d'ombre. 20% du ciel sont dissimulés par la poussière de la Voie lactée d'argent. Et c'est précisément là que se trouve le grand aimant. Comment les scientifiques voient à travers le plan opaque de la galaxie?